beaucoup. Effectivement, alors on va parler coopération, école, compétition, mais on va commencer pas à pas si vous êtes d'accord. Alors pour commencer, Fabrizio, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de nous expliquer ce que c'est la psychologie sociale, puisque c'est là-dedans que vous enseignez, que vous travaillez, que vous recherchez. Il y a le mot psychologie, le mot social, c'est quoi en fait? Alors faisons un pas en arrière. La psychologie, c'est la discipline, la science qui étudie ce que les gens pensent, la cognition, ce que les gens ressentent, les émotions, ce que les gens font, le comportement. Et la psychologie sociale rajoute une petite couche de complexité. Elle étudie les pensées, les émotions, les comportements des gens lorsqu'ils interagissent. Par exemple, la psychologie sociale étudie comment on change d'avis au fur et à mesure qu'on discute avec quelqu'un, au fur et à mesure qu'on intègre la position peut-être divergente de quelqu'un, comment on change d'émotion, par exemple dans une relation, dans le temps, et comment on change de comportement lorsqu'on voit le comportement des autres. Comment on se met à trier ses déchets quand on voit que dans la cour, il y a tous les voisins qui le font. Donc on essaye d'étudier le vivre ensemble, c'est le thème de ces mystères de l'UNIL, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'on étudie le vivre ensemble lorsqu'il se passe bien, la bienveillance, la coopération, les comportements d'aide, la générosité. Mais on étudie aussi le vivre ensemble lorsque ça se passe moins bien. On étudie le racisme, on étudie la xénophobie, on étudie l'exclusion. On en parlait tout à l'heure lors de la conférence de ma collègue Nathalie Muller-Niaza. Donc c'est la psychologie sociale étudie le vivre ensemble dans tous ses aspects. Alors, vivre ensemble, c'est aussi apprendre ensemble. Alors, à l'école, bien sûr, mais pas seulement, tout au long de la vie, on continue à apprendre. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un type d'apprentissage assez particulier, bien spécifique, ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage coopératif. Qu'est-ce que c'est la coopération? Et vous me disiez que ça a beaucoup d'avantages. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est l'apprentissage coopératif et quels sont ses avantages, de manière générale, pour commencer? Alors d'abord, une petite remarque. La coopération, c'est quelque chose qui définit l'être humain. Nous sommes des êtres coopératifs. Nous avons évolué en tant qu'espèce grâce à la coopération, puisque nous sommes des animaux assez faibles. Et pour faire toutes les choses qu'il nous fallait faire, on a appris à coopérer. Nous le faisons encore aujourd'hui. Nous mettons ensemble des ressources, par exemple avec les impôts, pour obtenir des ressources qu'on ne pourrait pas avoir tout seul. L'école, les routes, un système de santé, etc. Et donc, ça c'est très très important. Mais à l'école, de façon assez étonnante, on ne coopère pas beaucoup. Les élèves ne coopèrent pas beaucoup. Et alors, certains chercheurs ont développé des méthodes qu'on appelle l'apprentissage coopératif. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à distinguer la coopération spontanée, qui consiste à dire, par exemple, aux enfants, mettez-vous ensemble, puis travaillez ensemble. C'est de la coopération, mais c'est un peu spontané, comme ça. Ou alors, la coopération structurée. Je vais vous raconter ce qu'a fait Elliot Aronson dans les années 70, qui est un des premiers qui a lancé la tradition de recherche sur l'apprentissage coopératif. Lui, il avait un problème très simple. C'était les États-Unis en pleine déségrégation. Déségrégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, les enfants blancs et les enfants noirs, qui jusqu'à ce moment-là avaient été séparés dans des écoles différentes, allaient être dans les mêmes écoles. Comment est-ce qu'on amène à travailler ensemble des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble? Et alors il a mis en place un dispositif très, très simple, mais en même temps génial, qui s'appelle la classe puzzle. Alors il divisait les enfants en groupes. Il leur disait, voilà, on va étudier, que sais-je, la géographie. Et il fait des groupes, et il dit, voilà, vous avez une tâche qui est plus grande que ce que chacun d'entre vous peut faire. Vous devez étudier, je fais un exemple local, la géographie de l'Europe. Alors il faut étudier la Suisse, la France, l'Italie, la Norvège, etc. Et alors avant de commencer à travailler, on va faire des groupes d'experts.
chaque individu du groupe va recevoir une micro-tâche. Hein. Un tel va étudier la Norvège, l'autre va étudier la France, et on va créer des groupes d'experts. Tous ceux qui doivent étudier la Norvège, ils vont se mettre ensemble. Ils vont étudier le dossier, ils vont discuter, ils vont se former. Et après, ils vont retourner dans leur groupe de départ. Et dans ce groupe de départ, ce qui est fantastique, c'est que chacun dépend de tous les autres. Du coup, il y a des experts de chaque pays, c'est ça? Il y a des experts de chaque pays, et chaque membre du groupe ne peut pas apprendre l'ensemble de la matière s'il n'écoute pas les autres. Et alors peut-être un élève est connu pour être un mauvais élève, ou c'est quelqu'un qui ne parle pas bien la langue du pays, ou c'est quelqu'un envers lequel nous avons des préjugés, ben ça ne fait rien. On est quand même dépendant de lui. Si je veux apprendre toute la géographie de l'Europe, je dois écouter la Norvège, et la Norvège, c'est le cancre qui va me l'expliquer, et c'est un expert. Et alors, ce qu'il a observé à Ronson, c'est qu'en plus de mieux apprendre la leçon qu'il fallait apprendre, eh ben on améliore aussi les relations entre les élèves. Justement, alors si on parle des bénéfices de cette méthode, quels sont les bénéfices concrets pour ces élèves? Alors, il y a 3 ordres de bénéfices. Il y a un bénéfice cognitif, au niveau de l'apprentissage. On apprend mieux. On apprend de façon plus approfondie. On apprend de façon plus étendue, parce qu'on apprend davantage. Et on apprend de façon plus durable. C'est-à-dire plus durable dans le temps. Ce n'est pas de l'apprentissage par cœur. On apprend dans une discussion, et donc on a le temps de poser des questions. On a le temps d'élaborer ce qu'on nous dit. On a le temps aussi de dire « Attends, je n'ai pas compris, il faut me réexpliquer ». On a le temps de formuler des doutes. Et donc, on apprend de façon aussi plus solide. Il y a aussi des bénéfices au niveau des relations sociales. On apprend à être plus tolérant envers les camarades. On apprend à les respecter davantage. On apprend à quelque chose qu'on n'apprend pas suffisamment. On apprend à valoriser la différence. Parce que la différence, dans un dispositif comme ça, ce n'est pas menaçant, c'est ce qui va nous amener les informations nouvelles. Lorsque vous dites on apprend la différence, c'est-à-dire que même si cette personne est différente de moi, elle a le même savoir que moi, en tout cas elle a une partie du savoir qui m'est indispensable et du coup je dois la considérer, c'est ça? Tout à fait. On donne finalement une dignité, un statut aux autres élèves. Alors si je vous comprends bien, on apprend mieux. On a plus confiance en soi, c'est ce que vous venez de dire, et en plus on a des relations sociales plus fluides, on va dire. Quand on entend ça, on se dit que finalement c'est une réponse possible, éventuelle, à des questions qu'on se pose lorsqu'on parle d'enfants handicapés à intégrer dans des classes classiques, d'enfants migrants, c'est juste, je me trompe, parce que c'est une clé de réponse, ça. Vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de chercheurs, notamment les frères Johnson, David et Roger Johnson, qui ont vraiment dédié leur carrière à l'étude de l'apprentissage coopératif. Ils ont fait beaucoup d'études avec des enfants handicapés et avec des enfants avec des classes d'ethnie mélangées. Aux États-Unis, ça a ensuite été exporté dans d'autres pays. Et on a travaillé aussi avec des enfants allophones, avec des enfants migrants. Allophone, ça veut dire quoi? Donc des enfants qui ont d'autres langues que la langue du pays. Et alors, ce qu'on voit dans ces dispositifs, c'est 2 choses. D'abord, que les enfants, on va dire autochtones ou valides, si on fait une étude avec les handicapés, ils apprennent mieux parce qu'ils doivent se décentrer davantage. Ils sont face à une difficulté. Ils doivent parler, par exemple, à quelqu'un qui est sourd, ou ils doivent parler à quelqu'un qui ne parle pas bien le français. Et donc, ils doivent aussi se poser la question de comment simplifier l'information,
de comment la présenter de façon différente. Sénèque déjà disait il y a bien des années que enseigner c'est apprendre deux fois. Quand on doit expliquer quelque chose à quelqu'un, eh bien on doit l'avoir bien compris, parce que sinon on l'explique d'une certaine façon, la personne en face ne le comprend pas, et si on maîtrise pas bien le sujet, on n'arrive pas à trouver une autre manière de l'expliquer. Et donc les enfants autochtones ou valides apprennent mieux, les autres, donc les enfants porteurs de handicap ou les enfants migrants, ils apprennent mieux parce qu'ils ont quelqu'un qui leur fait finalement du tutorat, et parce que, comme ils doivent expliquer aussi quelque chose, ils sont amenés à clarifier leurs pensées, à s'exercer, à communiquer. Donc ça, c'est les bénéfices au niveau de l'apprentissage. Et ce qu'on a observé dans plus de 80 études. Ah oui, donc ce n'est pas une étude, c'est non, c'est 80 études. Ouais. On a observé que ce dispositif développe aussi l'amitié entre les enfants. C'est-à-dire quand on va regarder les interactions spontanées, pas celles qui sont organisées par le maître ou la maîtresse, mais les interactions spontanées à la récréation, après l'école, etc., eh bien, on trouve que les enfants qui ont été dans ce dispositif ont plus d'interactions spontanées, soit avec les enfants handicapés, soit avec les enfants migrants, que les enfants qui n'ont pas bénéficié de ce dispositif. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter une chose. Vous me posiez la question de... c'est pas une étude. Non, c'est 80 études avec ce type de population. Mais quand on regarde les études sur l'apprentissage coopératif, on est en train de parler selon les calculs, entre 600 et 800 études. Sur ce corpus, Johnson & Johnson, mais aussi d'autres, ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire, ils ont fait une étude sur toutes les études qui existent. Ils ont mis tout ensemble. Ils ont mis ensemble ces centaines d'études, donc on parle de dizaines de milliers d'enfants et d'adultes qui ont participé à ces études, et on retrouve systématiquement ces trois bénéfices pour l'apprentissage, pour l'estime de soi et pour les relations sociales. Alors quand on sait ça, quand on prend conscience avec cette ampleur de l'efficacité de cet apprentissage coopératif, est-ce qu'en Suisse, ici en Suisse romande, il y a des écoles qui appliquent ce type d'apprentissage? Pas de façon systématique. Ah bon? Non. C'est vrai que, comme je vous l'ai raconté maintenant, on se dit, mais alors, baguette magique, hein? On y va tout de suite. Et en plus, c'est dans le programme de la HEP ou d'autres hautes écoles pédagogiques en Suisse. Mais en fait, c'est pas très utilisé. Alors, ou c'est utilisé par des gens qui sont militants, qui le font sur leur temps de travail, ou dans quelques écoles pilotes. Mais globalement, on ne le fait pas. Alors, il y a deux ordres d'explication. Il y en a une qui est pragmatique, qui est généralement, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut apprendre une nouvelle méthode, il faut mettre en place les enfants dans des groupes, c'est bruyant, hein, parce qu'il y a des enfants qui discutent entre eux. Donc, c'est bruyant dans la classe. Ça fait mal aux oreilles du prof, c'est ça? Ça fait mal aux oreilles. Ah oui. Mais en fait, non, parce que si on y pense, pour les enseignants, c'est un bénéfice incommensurable, parce qu'à la place de gérer 25 enfants, on gère 5 groupes. C'est beaucoup plus facile. Et ça, les enseignants qui font les formations, par exemple à Genève avec ma collègue Céline Buche, qui est une grande experte de ce dispositif, après la formation, ils disent mais au fait c'est beaucoup plus facile de gérer la classe de cette manière, aussi parce qu'il y a moins de conflits, mais à mon avis il n'y a pas que ça. Ah bon? Je pense qu'il y a aussi une contradiction philosophique entre l'apprentissage coopératif et les structures qui régissent l'école. L'école est finalement fondée sur un fonctionnement qui est au mieux individualiste, c'est à peu près 80% de l'organisation des classes. Individualiste, donc individualiste, c'est-à-dire que chaque élève apprend pour lui-même. Chaque élève est interrogé
tout seul. Il y a quelques travaux de groupe, mais pas beaucoup. Mais la plupart du temps, c'est un système qui est fondamentalement compétitif. C'est-à-dire qu'il est basé sur la compétition entre les élèves. On donne des notes aux élèves. Le simple fait de donner des notes aux élèves crée des comparaisons qui font que il y a des bons élèves, il y a des moins bons élèves. La performance des élèves peut être représentée sur une courbe. Et donc, cette représentation de la classe fait que souvent les camarades, qu'on appelle à tort les camarades, ce n'est pas des camarades, c'est des adversaires, c'est des compétiteurs. Si je comprends bien, on a un peu de réticence pour le moment de l'école, mais peut-être aussi parce que l'école sert à former des futurs travailleurs qui vont alors arriver dans un monde encore plus compétitif. C'est juste, ça aussi, c'est une des réticences. C'est une des réticences, mais je vais vous raconter une expérience que nous avons faite avec ma collègue Caroline Pulfray sur un comportement antisocial, anticoopératif. On est là pour parler de coopération, mais on peut parler aussi de la non-coopération. Et je vais vous parler de la triche. La tricherie, c'est par définition... C'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est surtout, c'est antisocial. C'est acquérir un bien sans en avoir payé le prix. Et alors, nous avons étudié l'influence sur la tricherie des valeurs qu'on appelle valeurs de promotion de soi. C'est quoi les valeurs de promotion de soi? C'est des valeurs qui sont basées sur l'image, sur la réussite, sur le pouvoir, sur le fait d'être meilleur que les autres. C'est ce qu'on appelle les valeurs néolibérales. C'est les valeurs qui sont en vigueur dans la plupart des pays capitalistes. Il y a même un chercheur, Shalom Schwartz, qui a montré que plus un pays a un degré de capitalisme dérégulé, plus ces valeurs sont présentes dans la société. Et alors on a regardé quel était le lien entre l'adhésion à ces valeurs et la propension à tricher. Et ce qu'on a observé, c'est que plus des étudiants, c'était fait avec des étudiants, plus des étudiants adhéraient à ces valeurs néolibérales, plus ils acceptaient la tricherie, plus ils la justifiaient. Mais on a fait aussi des études avec du comportement et on a vu qu'ils trichaient plus. Ouais. Si je vous suis bien, certaines écoles ont quand même malgré tout pris conscience de l'importance de cet apprentissage coopératif, même certaines entreprises, j'imagine, des entreprises nouvelles. Est-ce qu'elles y arrivent? Est-ce que ça marche? Est-ce que la pression compétitive est telle que finalement ça ne marche pas très bien? Comment ça marche? Alors, c'est très difficile parce que, comme je le disais avant, la coopération n'est pas le comportement par défaut à l'école ou dans le travail. Et donc, quand on essaye de mettre en place de la coopération dans les groupes à l'école ou dans les groupes de travail dans des entreprises où souvent le travail doit être fait en groupe, eh bien, on se heurte à ce décalage qui fait que finalement, les groupes ne coopèrent pas vraiment. Je vais vous donner un autre exemple d'une étude que nous avons faite il y a quelques années avec ma collègue Claudia Thomas. Nous avons fait venir des étudiants dans notre laboratoire. Nous leur avons donné une tâche à faire qui était une tâche coopérative. Une tâche où c'était très important de partager l'information. Et de partager l'information de façon très approfondie parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un petit noyau d'informations communes, mais on donnait aussi à chaque membre du groupe une information unique. C'était un mystère policier, un accident de la route, et il fallait découvrir qui était le coupable de cet accident. Et chacun avait un bout d'information qui était absolument crucial pour résoudre le problème. Et alors on leur disait de coopérer dans cette tâche, comme le ferait une patrouille de policiers. Mais on avait deux conditions différentes. À la moitié de nos participants, on disait, voilà, lorsque vous avez terminé, lorsque vous avez trouvé la
la solution que vous pensez être correcte, vous venez vers moi en tant que groupe et vous me dites quelle est cette réponse. À l'autre moitié, à qui on a aussi dit de coopérer, on a dit quelque chose qui ressemble furieusement à ce qui se passe souvent en classe ou dans le travail. On dit voilà, et puis le premier qui trouve la solution correcte vient et me donne la réponse. La différence, elle est vraiment subtile. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est que, au niveau de la performance, bien entendu, la condition de fausse coopération amenait moins les groupes à trouver la bonne solution, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ces groupes partageaient très peu l'information cruciale, l'information utile. Et dans des études suivantes, on a montré aussi qu'ils partageaient davantage l'information inutile, c'est celle qui était déjà en commun. Évidente, ouais. Ouais, donc un peu comme si on donnait un appât, hein, tiens, je te donne un bout d'information. Je fais semblant de donner de l'info, en fait. Je fais semblant de donner de l'info dans l'espoir de recevoir de l'information utile. C'est vraiment antisocial. Et en pensant à ça, il me vient à l'esprit, on va renverser les rôles. C'est moi qui vais lui poser des questions. Ah bon? Mais oui, dans les médias, on doit trouver parfois des situations de ce genre. Vous devez partager toute l'information, mais en même temps, voilà, il y a des médias qui doivent se mettre en avant par rapport à d'autres médias. Comment on gère cette question-là, du partage des informations? C'est vrai qu'en vous écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon domaine à moi. Et nous, il y a un élément qui est la course contre le temps, hélas, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant encore. Et celui qui sort avant l'info, c'est celui qui va être le mieux reconnu. Donc, on est un peu des hypocrites. C'est-à-dire qu'on est un peu celui, je te donne là un petit peu d'infos pour que tu m'en donnes plus. Ça marche un peu comme ça quand même. J'ai le sentiment, au niveau de l'actualité, pas forcément au niveau des magazines, mais au niveau des documentaires, mais au niveau de l'actualité, comment on doit sortir l'information rapidement, on a tendance à essayer de la garder pour nous. Et c'est très compétitif et peu coopératif. Après, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, Internet, etc., les enquêteurs qui, eux, ont besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'informations pour pouvoir sortir leurs documentaires, leurs gros morceaux, j'ai envie de dire, aujourd'hui s'organisent au niveau international des interfaces Internet où on peut partager son information sur une grosse thématique internationale. Et là, je pense qu'il y a un nouveau type de coopération journalistique qui est en train de naître. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'actualité, il faut être le premier sur place et sortir l'info en premier, quitte à parfois à la vérifier à moitié. Et ça, c'est le grand danger. Même si à l'RTS, on ne se permettrait jamais de faire ça, évidemment, hein. On s'entend. C'est quand même un peu le danger. Donc je pense qu'on est quand même malgré tout plutôt du côté de la compétition encore. Ouais. Mais moi, depuis le début que je vous entends parler, il y a une question qui me vient à l'esprit. Et les notes alors? Qu'est-ce que vous en pensez à l'école, les notes? C'est pas bon, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'y ai fait référence peut-être trop rapidement avant, mais je vais essayer de revenir dessus de façon systématique. On a toujours l'illusion que les notes soient une manière de quantifier, de réifier, de rendre objective la performance. Et c'est une illusion parce que la performance dans une classe, au travail, dans le sport, elle est toujours relative, elle est relative aux autres. Hein. D'ailleurs, on sait très bien que à performance égale, un élève aura une position différente dans une classe forte ou dans une classe plus faible. Donc, les notes ont deux propriétés que nous avons étudiées de façon attentive. Celle de rendre la performance visible, mais surtout de rendre la performance comparable aux autres. Et comme je le disais tout à l'heure, un des effets, c'est de rendre les camarades ou les collègues des compétiteurs. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons fait plusieurs études
avec ma collègue Caroline Pulfray, avec Sophie Hayek, avec Claudia Thomas, avec Dominique Oberlé, toutes des personnes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et nous avons vu que lorsqu'on a des notes, ce qui se passe comparativement à des situations où il n'y a pas de notes, où il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative, c'est-à-dire l'évaluation qui consiste à expliquer ce qu'on a fait de faux, ce qu'il faudrait faire pour faire mieux, eh bien, ce qu'on observe, si je fais un rapide catalogue, c'est que avec les notes, on fait baisser la motivation intrinsèque, c'est-à-dire cette motivation qui nous amène à continuer l'effort, à aller plus loin, à devenir autonome dans le travail. On augmente la motivation qui consiste à en faire le moins possible. On augmente la triche. On diminue la coopération. On a trouvé notamment cet effet que je mentionnais tout à l'heure, qui consiste à partager l'information inutile et retenir l'information qui a de la valeur. Donc c'est toutes des manifestations qu'on ne voudrait pas avoir en classe, qu'on ne voudrait pas avoir au travail, mais qui sont néanmoins produites par l'existence des notes. Par la simple existence des notes. Si je peux raconter en 2 mots une petite expérience. Donc je disais tout à l'heure que nous avions fait une expérience dans laquelle on promettait une note à des groupes qui devaient travailler ensemble. Quand on promettait des notes comparativement à quand on ne promettait pas de notes, on observait plus de comportements non coopératifs. Donc rétention d'informations. Et puis on se dit, mais finalement les notes, elles font tellement partie de la vie de tous les jours que peut-être il suffit juste de rappeler que la note existe pour observer les mêmes résultats. C'était une idée un peu folle. C'est-à-dire, comment vous avez fait ça? On a fait ça de cette manière. Donc les gens venaient dans notre laboratoire et puis il y avait un de ces flipcharts qu'il y a souvent dans les salles de séminaire sur lequel on avait dessiné le système des notes. 6, 5,5, 5, etc. Puis on expliquait à chaque fois ce que ça voulait dire. Ça pour la moitié des participants. Pour l'autre moitié des participants, il y avait aussi un système hiérarchique, mais c'était l'organisation des instances de l'université. Et puis quand on rentrait dans la salle, on disait « Ah, mais ils ont de nouveau laissé le flipchart. Regardez pas ça, c'est nos collègues qui n'ont pas rangé. » Évidemment, quand on dit « Regardez pas », les gens regardent, mais comme si ça ne faisait pas partie de notre expérience. Et donc, ils regardaient juste le fait qu'il y avait des notes. Eh bien, on retrouve exactement le même résultat. La simple activation du concept de note amène les gens à coopérer moins que lorsque c'est un autre concept qui est activé. Waouh! Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai encore une question à vous poser. C'est comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans le domaine de l'enseignement, puisque malgré tout, de plus en plus, le chemin de la coopération est en train de se faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis un optimiste indécrottable. C'est bien. Donc, je pense que l'avenir est positif, mais il faut beaucoup de travail. Souvent, quand je parle de ces résultats, on me dit, ah oui, d'accord, c'est magnifique, c'est très sympa, tu es bien gentil, tu es trop gentil. Tu n'as rien compris à la société. La société est une société compétitive, une société où il y a des hiérarchies. C'est pas tout faux. C'est pas tout faux, c'est vrai. Mais alors, la question qui se pose, je tourne un petit peu les termes de la question que vous venez de me poser. En fait, on peut se poser la question de l'école de 2 manières différentes. On peut se dire, l'école, c'est une salle de gym. C'est un lieu d'entraînement dans lequel on se prépare à rentrer en entreprise. Et donc, ce qui se passe à l'école doit être conforme aux attentes, aux contraintes, aux desiderata des entreprises. Ça, c'est une façon de concevoir l'école. On peut aussi se dire autre chose. On peut se dire que l'école est le lieu de socialisation dans lequel on crée les citoyens de demain. Les citoyens qui, dans 10 ans, 20 ans, seront des citoyens qui votent,
des citoyens qui décident, des citoyens qui ont peut-être, si on leur donne, les moyens de changer la façon d'interagir dans la société, à l'école, dans le champ politique, dans le champ économique, dans le champ éducatif. Hein? Et moi j'ai beaucoup travaillé sur l'influence sociale, donc je pense que cette deuxième vision de l'école est une vision de l'école qui donne plus d'espoir sur ce que peuvent faire nos enfants d'aujourd'hui lorsqu'ils seront les citoyens de demain. Je pense aussi qu'au niveau de l'école, peut-être les choses vont changer, et au niveau des entreprises également. On parle de plus en plus d'entreprises participatives, où tout d'un coup la coopération et l'entraide entre les employés est un élément central. Peut-être qu'avec l'ensemble de cette prise de conscience, on va dire, la société va changer. Oui, mais ça doit être une prise de conscience en profondeur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de dire on va coopérer. Il faut aussi éliminer tout ce qui empêche la coopération. On ne peut pas dire à un groupe d'ingénieurs, voilà, vous devez construire cette machine de façon coopérative parce que vos compétences sont complémentaires, et à la fin de l'année, il y en a un seul qui aura le bonus. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation que l'expérience que je décrivais tout à l'heure, où c'est de la fausse coopération. Le biais de la compétition est vite là. C'est ça. Fabrizio, merci. On a encore un petit moment pour que vous puissiez poser vos questions à Fabrizio Butera. Si est-ce que ça vous a inspiré cette discussion, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a même un micro quelque part. Il y a un micro là-bas. Ouais. Ouais. La première est toujours délicate, mais c'est possible. J'y crois. Oui, on a tous fait des séminaires comme ça, ou des expériences où on devait faire un travail en groupe. Et puis il y avait une implication différente des différents éléments du groupe. Certains, disons, s'y impliquaient moins que d'autres. Disons, peut-être avaient moins d'attente par rapport au résultat final. Pour eux, le résultat final impliquait peut-être moins. Enfin, donc est-ce c'est faute de bonnes règles du jeu ou c'est quand même un élément important, ça, non? Très très important. Merci de cette question parce que ça me permet de préciser quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Quand je faisais l'opposition entre coopération spontanée et coopération structurée, quand vous allez regarder les manuels d'apprentissage coopératif, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, en fait c'est très très structuré. Et alors tout à l'heure, j'ai parlé d'une forme d'interdépendance qui était l'interdépendance des ressources, c'est-à-dire le fait que chacun a des ressources différentes, par exemple un morceau de la leçon à étudier différente. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'interdépendance des rôles, c'est-à-dire qu'on doit être interdépendant aussi dans la façon d'amener les informations. Je prends la parole pour expliquer, après je me tais et j'écoute pour apprendre. Et il y a aussi un autre élément, il y a beaucoup d'éléments, hein, selon les types de structuration, il y a jusqu'à 6-7 éléments. Mais un autre élément qui est très important, c'est la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle, ça ne veut pas dire que chacun est maître de soi. Ça veut dire que chacun doit s'assurer que les autres aient compris. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Il y a par exemple une façon de pousser ce raisonnement à l'extrême en disant, voilà, vous travaillez en groupe, et puis, si je suis le maître ou la maîtresse, je vais interroger l'un d'entre vous sur l'ensemble de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres auront la même note que cet individu. Alors, il ne faudrait pas avoir de notes, mais voilà. Ça existe. Et donc, ça veut dire que tout le monde est intéressé à s'assurer que cet individu, que chacun des individus du groupe connaissent l'ensemble de la matière. Donc ça, c'est un exemple de structuration lourde, mais effectivement, si on n'utilise pas ce genre de dispositif, on peut trouver des groupes
avec des motivations qui sont très différentes. Et souvent, il y a des membres du groupe qui ne sont pas aussi coopératifs qu'on le voudrait. Hein, il y a aussi un phénomène qui est très connu en psychologie sociale, qu'on appelle l'appareil social, l'effet resquilleur. C'est que on se repose sur les autres, hein, on prend le bus sans payer le billet, et donc on obtient un bénéfice sans en avoir payé le prix. On trouve ça aussi dans les groupes. Et donc la responsabilité individuelle, si on l'insère dans la structure de l'apprentissage coopératif, permet d'éviter cet effet resquilleur. Encore une question? Moi, je n'ai pas une question, mais une constatation, c'est que chaque fois que j'entends des conférences comme celle-ci, je suis un peu amenée à dire qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'il y a à l'UNI, dans la recherche, et ce qu'il y a à l'HEP, dans la formation des enseignants. Et je suis un peu triste de constater cet écart et comment amener à rencontrer ces deux mondes qui sont un peu trop peu proches, selon moi. Alors, je vous remercie beaucoup de cette remarque parce qu'elle me permet de dire une chose qui, à mon avis, est très importante. Ce n'est pas seulement une question de formation. À l'université, on travaille en coopération avec la HEP, on travaille en coopération avec les enseignants. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des contraintes structurelles. On parlait tout à l'heure des notes. Les notes, ça se vote. Hein, c'est pas quelque chose qu'on décide à l'HEP ou à l'université. Hein. Et donc il y a des contraintes structurelles. Vous parlez d'une volonté politique? D'une volonté populaire, d'une volonté politique. On voit selon les cantons, on les enlève, on les remet, on les enlève, on les remet, selon la volonté populaire. Je vais vous raconter très brièvement une histoire que nous racontait il y a quelques années David et Roger Johnson, qui sont les papes de l'apprentissage coopératif. Donc eux, ils ont fait beaucoup de recherches, mais ils faisaient aussi de la formation d'enseignants. Et ils nous disaient, donc on a fait de la formation pendant 30 ans, et puis on a arrêté. On a arrêté de faire de la formation sur inscription. Maintenant, on fait de l'information, donc c'est aux États-Unis, seulement par district. C'est-à-dire que quand il y a tout un district, un canton, s'il y a un canton qui vient et qui fait la formation, on la fait, sinon on ne la fait pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passait avant, c'est qu'un enseignant de bonne volonté allait, faisait la formation, il revenait tout excité, il commençait à implémenter cette méthode en classe, et puis les parents se plaignaient, les collègues ricanaient, et puis petit à petit la motivation commençait à baisser, et puis au bout de 2-3 ans, ça disparaissait. Hein. Il y a des effets de pression sociale qui découragent cette méthode. Et donc tout ça pour dire que la formation c'est fondamental, mais c'est pas l'entier de l'histoire. Il y a une question là, oui. Et puis après derrière. Alors, vous avez abordé la question de la tricherie et vous avez dit que c'est un comportement social, et en soi, oui, il y a un fait social. Et je me demandais qui dit du comportement de tricherie en groupe, par exemple, est-ce que c'est un comportement collaboratif? Parce que parfois il y a on triche en groupe, quand même on dépend des autres de rien dire, de nous passer des notes ou de dire des choses. Oui, alors c'est une question de laquelle je vous remercie. La triche, oui, mais en groupe, c'est ça. En groupe, ouais, ça. Oui, en groupe. C'est super parce qu'avec ma collègue Caroline Pulfray, on vient de sortir un papier là-dessus. Et nous avons une collaboratrice, Cinzia Zanetti, qui travaille là-dessus. Et c'est une question qui n'a pas été traitée de façon suffisamment approfondie. On a toujours l'impression que la tricherie, c'est soit un problème d'échéance morale,
c'est quelqu'un qui est très mauvais qui va tricher, ou c'est un problème d'inconscience. On avait tout à l'heure Guido Palazzo qui nous parlait des comportements antisociaux dans les entreprises. En fait, il faisait le même constat, les comportements antisociaux sont souvent le fait de pression sociale. Et alors, souvent, dans des systèmes complexes, à l'école, mais aussi dans les entreprises, eh bien, on met en place des systèmes de tricherie qui sont des systèmes de tricherie de groupe. Le scandale Volkswagen n'aurait pas pu émerger s'il n'y avait pas eu de la coopération à l'intérieur du groupe. C'est de la coopération en compétition avec, par exemple, c'est la coopération entre élèves en compétition avec l'enseignant ou le système. Donc c'est un système, c'est un phénomène qui est très complexe parce qu'il mélange coopération et compétition. Mais on commence à peine à comprendre comment ça marche. Et je me réjouis beaucoup de travailler là-dessus. Il y a une question là-bas derrière, oui. C'était dans le coin là-bas. Voilà, de temps en temps, les profs mettent des enfants ensemble. Et puis dans un couple, il y a des fois un enfant qui sait très vite que c'est son camarade qui va faire tout le travail. Alors les profs doivent faire quoi quand ils voient que ça se passe comme ça? Parce que dans ce couple, l'enfant qui fait tout, il se sent puni parce qu'il a tout fait. Puis il va avoir finalement la même note que son camarade. Est-ce que les profs doivent mettre des camarades qui ont tendance à ne rien faire ensemble, non, pousser à travailler, parce que finalement ceux qui font tout le travail, si vous les mettez ensemble, ils vont faire un super exposé, faire une super note. Est-ce qu'il faut obliger ceux qui ne font rien à être ensemble pour les pousser? C'est ce que les Américains appellent la ségrégation par compétences et que nous appelons les filières. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Et même que lorsqu'on laisse des enfants qui ont des niveaux différents ensemble, on observe des effets tout à fait spectaculaires. Je vous raconte une étude qui a été faite par Willem Doise et Gabriel Mugni dans les années 70. C'est pas de la recherche de pointe des dernières minutes. On connaît ça depuis les années 70. Alors, ils faisaient une étude dans laquelle ils mettaient ensemble des enfants qui avaient des niveaux très différents. Et alors, ce qu'ils observaient, c'est que l'enfant de niveau moins développé, il apprenait mieux. Waouh! Il n'y avait pas besoin de cette recherche pour le découvrir. Mais ce qu'on découvrait, c'est que l'enfant qui était plus avancé, il apprenait mieux aussi comparativement à une situation dans laquelle il travaillait tout seul ou avec quelqu'un de même niveau. Et au fait, là de nouveau, ce n'est pas une étude, c'est tout le champ du travail sur le tutorat. Là de nouveau, on a fait des méta-analyses en mettant ensemble toutes les études, les centaines d'études qui ont été faites. Et ce qu'on observe de façon systématique, c'est qu'il y a un bénéfice pour le tutoré, mais il y a un bénéfice aussi pour le tuteur. Et c'est un bénéfice qu'il est facile de comprendre, parce que le tuteur, face à la difficulté de l'autre, doit clarifier sa pensée, doit s'exprimer de façon différenciée, doit trouver des arguments différents pour expliquer la même chose, et donc ça augmente ses capacités cognitives. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager plutôt que de décourager par la ségrégation. Il y avait une question là-bas au coin, je crois. Quels sont les facteurs qui vont faire que cette méthode tire l'ensemble vers le haut davantage qu'elle ne nivelle vers le bas? Dans l'hypothèse où le cancre était responsable de rapporter devant son groupe la Norvège, mais il n'a pas écouté et il n'a rien à dire sur la Norvège, comment est-ce que le reste du groupe va apprendre sur la Norvège?
comment est-ce que la pression sociale va faire qu'il y ait une émulation et une envie de partager davantage que des blocages de la part du élève? Alors, si le groupe est structuré de façon stricte, hein, comme je disais tout à l'heure, selon les règles de l'interdépendance des ressources, des rôles, la responsabilité individuelle, ce dispositif permet de détecter de façon précoce les incompréhensions. C'est-à-dire que si un élève n'arrive pas à expliquer aux autres sa partie, eh bien, on le découvre tout de suite. C'est-à-dire que l'absence de compréhension, elle est détectée immédiatement, plutôt que de le découvrir quelques semaines plus tard, au moment du test. Et donc, à ce moment-là, on peut immédiatement appeler l'enseignant qui vient et qui amène les informations supplémentaires qui manquent. Hein, le rôle de l'enseignant, une classe qui est structurée par apprentissage coopératif n'est pas une classe où l'enseignant est absent. Hein, il ou elle est présente de façon très engagée et un des rôles, c'est d'apporter les informations qui manquent là où elles manquent. Donc, de nouveau, l'apprentissage coopératif, ce n'est pas une baguette magique, hein, mais c'est un dispositif qui permet de détecter les incompréhensions dès le premier moment. Et ça répond aussi à votre première question, ça c'était votre deuxième question, mais votre première question, c'est est-ce qu'on tire vers le bas ou vers le haut? Vers le haut, évidemment, parce que les erreurs, les manques d'informations, quand on comprend de travers quelque chose, c'est détecté immédiatement et ça permet l'intervention immédiate. Et donc ça permet de ne pas persévérer dans l'erreur. Encore une question? J'ai une question. Bonjour. Je travaille beaucoup dans le milieu des compétitions et je sais qu'il y a des enfants qui sont nés compétitifs. Donc, même si on veut les mettre dans un groupe parce qu'on ne travaille pas de groupe, eux, ils vont tirer leur groupe en avant contre les autres groupes. Donc, est-ce qu'on est censé enlever le naturel chez un enfant pour l'accommoder aux autres? Alors, je me permets de déconstruire la notion de naturalité. On ne naît pas compétitif, on le devient. On est dans des familles qui valorisent la compétition. On est dans des environnements où la compétition est indispensable pour survivre. On est socialisé dans des sports qui sont très compétitifs, on est socialisé dans des écoles qui sont très compétitives. Donc les enfants qui sont très compétitifs, ils ne le sont pas naturellement. C'est pas qu'il y a une contrainte biologique qui fait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être compétitifs. Hein, c'est quelque chose qu'ils ont appris au cours de leur enfance et de leur socialisation. Donc comme ils l'ont appris, ils peuvent apprendre aussi quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, d'utiliser ces méthodes coopératives très tôt dans la socialisation et pas attendre qu'on soit à l'université, c'est trop tard. Mais là, vous touchez un point sensible, c'est que du coup, la coopération, elle ne va pas naître à l'école, il faudrait qu'elle naisse déjà dans la famille. C'est-à-dire que les parents ne commencent pas à dire à leur petit gamin d'une année « Tiens, toi, tu as plus de cheveux que ton voisin. Tiens, toi, tu as des jolis yeux bleus. Tiens, tu marches plus vite ou tu cours plus vite. » Je pense que très vite, ça vient. Les cheveux. Moi, je me rappelle en tout cas qu'on me mesurait toujours. « Ah, t'as 1 centimètre de plus que ta voisine et tout. » C'était déjà très compétitif. Moi, j'ai vu des concours en poussette de qui avait l'enfant avec les cheveux plus longs ou plus beaux ou plus... Non, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'ensemble de la société. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent, les méthodes coopératives, à l'école ou au travail, se heurtent à une incompréhension idéologique. C'est pas avec ces valeurs qu'on a grandi.
Hein, nous faisons partie, si je reprends l'étude de Schwartz que je mentionnais tout à l'heure, la Suisse est un pays industriel, capitaliste, avec un capitalisme relativement dérégulé. Eh bien, on a un niveau de valeur, de promotion de soi qui est relativement important. C'est important que d'autres pays, mais il est important. Donc, quand on arrive avec l'apprentissage coopératif, c'est en contradiction avec tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Une question ? Moi, j'en ai peut-être une dernière, et qui est très concrète en fait. On parle beaucoup des notes, mais au quotidien, dans une classe, quels sont les signes de la compétition ? Vous me disiez par exemple que quand on distribue les travaux pratiques, certains profs ont tendance à les distribuer du plus haut au plus petit, ou l'inverse. Ouais. Il y a plein de petits signes comme ça, j'imagine. Il y a des signes qui sont... Alors ça c'est un gros signe. Hein. C'est rendre les notes de la meilleure à la moins bonne. Dans l'autre sens, ça marche très bien. Ça garde un peu en haleine les élèves et ça montre aussi la distribution dans la classe. Il y a d'autres moyens qui sont... Parfois, on les utilise pour bien faire. Hein, les enseignants qui ont trouvé une dissertation intéressante ou magnifique, ils ont mis un 6 et puis ils demandent à l'enfant de venir la lire au reste de la classe. Alors, ça part d'une bonne intention, mais effectivement, ça met en exergue un élève qui est meilleur que les autres. Hein. Mais on trouve ça déjà à l'école enfantine. Les gommettes, vous connaissez les gommettes, quand l'enfant fait quelque chose de juste, on lui donne une gommette. C'est un petit sticker, un petit... autocollant. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent dans les classes, eh bien, on prend une feuille pour les organiser, et puis il y a le nom des élèves, et il y a les gommettes. Et donc on voit tout de suite qu'il y a plus de gommettes et moins de gommettes. Hein, donc on fait tout de suite un ranking des élèves qui ont 4 ans, 5 ans. Donc, de nouveau, souvent c'est fait en partant d'une bonne intention, celle de récompenser l'enfant, de donner quelque chose de sympathique, un petit smiley, mais ça permet la comparaison compétitive entre les élèves. Alors, 2 dernières questions, peut-être on commence par derrière, le micro derrière, et puis après on viendra vers vous. Juste pour réagir à ce que vous venez de dire, quid des gommettes qui récompensent la coopération, justement? Mais non pas l'apprentissage, mais le comportement ou l'effort. Alors, merci de me poser cette question, parce qu'on était vers la fin, on devrait donner des réponses courtes, mais je vais vous en donner une longue, parce que nous avons fait une étude là-dessus. Avec ma collègue Céline Buche, nous avons fait une étude pour étudier si dans les groupes coopératifs, il faut, en plus de l'interdépendance, des récompenses, des ressources et des rôles, est-ce qu'il faut aussi l'interdépendance des récompenses? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut récompenser les groupes qui ont coopéré? Et au fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y en a besoin quand on n'arrive pas à mettre en place de la vraie coopération, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués de la vraie interdépendance des ressources. Là, la récompense, elle est nécessaire pour augmenter la coopération. Mais quand on a mis en place l'interdépendance des ressources, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin chacun de tous les autres membres, eh bien là, qu'on récompense ou qu'on ne récompense pas, on ne trouve pas de différence. Donc pas besoin de gommettes pour la coopération, si on a fait bien les choses. C'est ça. Peut-être la dernière question à cette jeune fille. Donc vous avez parlé de l'esprit de compétition, qui est, s'il est trop poussé à l'école, par exemple, c'est une mauvaise chose. Ça peut quand même être utile, un petit peu d'esprit de compétition. Sinon, les gens ne sont pas poussés à donner leur meilleur. Alors, j'ai souvent cette question. Elle est pas mal. Elle est excellente. Elle est excellente parce que elle vient d'un mythe.
Et le mythe, c'est que la motivation est un concept monolithique. On est plus ou moins motivé. Hein? Souvent, j'ai des enseignants qui me posent cette question, ils me disent « Oui, mais ça, sans les notes, hein, j'arrive pas à motiver mes élèves. » Le problème, c'est que la motivation n'est pas si monolithique que ça. On est motivé à faire des choses différentes. Et alors, quand on va regarder, je vais devenir un tout petit peu technique. Les motivations à la performance se divisent en deux catégories. Ce qu'on appelle l'approche de la performance, c'est la motivation à être meilleur que les autres. Hein? C'est ce qui pousse à se dépasser. Mais il y a aussi une autre motivation qu'on appelle les buts d'évitement. Hein? Toujours, performance-évitement. Et ça, c'est la motivation à en faire le moins possible, à passer à la raclette, à être, voilà, juste passer. Hein? Et ça, c'est une motivation qui... Il y a des centaines de recherches qui montrent que cette motivation amène à une baisse des performances. Eh bien, nous avons fait une étude avec Caroline Pulfray pour voir si la compétition, les notes, amènent à l'approche ou à l'évitement. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de différence pour l'approche, mais il y en a une pour l'évitement, c'est-à-dire que quand il y a des notes, quand il y a un système compétitif de comparaison entre élèves, c'est cette motivation-là qui sort le plus comparativement à une situation dans laquelle il n'y a pas de notes. On a même trouvé qu'il suffit juste qu'il y ait la note, même s'il y a d'autres moyens d'évaluer les élèves, il suffit qu'il y ait la note pour que cette motivation augmente. Et c'est une motivation qui est néfaste pour l'apprentissage des élèves. Donc la réponse est non. Bon, alors une toute dernière question derrière, et on s'arrêtera là ensuite. Alors, à ma connaissance, les pays scandinaves sont parmi les meilleurs en éducation et il me semble qu'il n'y a pas de notes, donc il y a un autre modèle d'évaluation. C'est prouvé que c'est excellent. Pourquoi ce n'est pas adopté dans d'autres pays? Bah, on en a un peu parlé, mais... Mais c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre en tant que chercheur. Justement, l'année passée, j'étais à une conférence et c'était une conférence très intéressante parce qu'il y avait une première partie dans laquelle on avait invité des décideurs, des ministres de l'éducation nationale ou de l'instruction publique, des représentants de l'étude PISA, de l'OCDE. Et alors, il y avait un débat sur comment appliquer les recherches que les chercheurs produisaient. Et alors, il y avait un représentant de l'OCDE qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Il disait, au fait, vous les chercheurs, vous ne vous rendez pas compte du fait que votre définition de la vérité n'est pas la même que la nôtre décideur. Hein. Votre définition de la vérité est basée sur les preuves empiriques, sur les résultats que vous observez dans les études. Pour nous, la vérité, c'est la majorité. C'est ce que décide la majorité du peuple. Et donc, c'est pour cette raison que souvent, on connaît les résultats de nos recherches, mais on ne peut pas les appliquer. Eh bien, ce soir, il y a le peuple ici et ils vous ont écouté, donc peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience. En tout cas, merci beaucoup Fabrizio Butera pour ces explications très claires. Merci beaucoup, Louis. À bientôt. Merci, à bientôt.